Sommet extraordinaire de la CEDEAO, des sanctions ont été prises contre les autorités de la transition au Mali et en Guinée. Au Mali, saisie de 33 kg de cocaïne à l'aéroport international Modibo Keïta, c'était lors d'une double saisie effectuée le vendredi passé par les éléments de l'Office central des stupéfiants. Le programme alimentaire mondial PAM distribue des secours vitaux à Kaboul alors que l'Afghanistan est confronté à ce que les Nations Unies appellent l'une des pires catastrophes humanitaires au monde depuis un certain temps. Chers téléspectateurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Joliba TV News. Je vous le disais dans le sommaire, la CEDEAO s'est réunie en sommet extraordinaire ce dimanche 7 novembre 2021 à Accra sur la situation au Mali et en Guinée. Les chefs d'État des pays membres de l'organisation ouest-africaine ont brandi des sanctions contre les autorités de la transition en Guinée et au Mali. Aïssata Traoré revient sur les temps forts de ce sommet. Au cours de cette réunion dans la capitale ghanéenne, les discussions ont largement été consacrées à l'évolution des situations en Guinée après le coup de force contre l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre et au Mali où le bloc exige le respect du calendrier de la transition ainsi que la tenue des élections aux dates prévues, c'est-à-dire à partir du 27 février prochain. Au terme du sommet extraordinaire de Ghana, la CEDEAO a en effet pris un certain nombre de sanctions contre les auteurs des putschs en Guinée et au Mali. Ces sanctions, faut-il le préciser, visent également les membres de leur famille. L'autorité décide de maintenir la suspension de la République de Guinée de toutes les instances dirigeantes de la CEDEAO, ainsi que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers imposés aux membres du Comité national du Rassemblement pour le développement et aux membres de leurs familles, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Concernant la transition politique au Mali, le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a annoncé avoir informé les participants de la notification officielle émise par les autorités de la transition malienne de l'impossibilité à respecter l'échéance électorale prévue en février 2022. The authority highly deplores the lack of progress made in the preparation for the election. Sur le Mali, l'autorité déplore vivement le manque de progrès dans la préparation des élections, notamment l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la tenue des élections aux dates convenues. L'autorité réitère la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022. Au cours de ces sommets, les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont réitéré la nécessité d'organiser des élections dans un délai de 6 mois en Guinée et insisté sur l'urgence de libérer le président déchu Alpha Condé en résidence surveillée depuis le coup d'État. Selon le communiqué final, des sanctions supplémentaires vont être examinées et proposées lors du prochain sommet qui se tiendra le 12 décembre si la situation persiste. La CEDEAO a en outre appelé l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à approuver et à soutenir la mise en œuvre stricte de ces sanctions. Le cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussit à organiser ce samedi 6 novembre un meeting au Palais de la Culture de Bamako. Objectif, exiger le respect des engagements pris et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Reportage. Dénoncer certaines initiatives des autorités de la transition et dire non à la prolongation de la durée de celle-ci. Tel était le but de ce meeting organisé par le cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Pour les mouvements et partis politiques au sein du cadre d'échange, les priorités doivent être revues afin de trouver une solution pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous savons que le Mali ne peut pas faire face à la communauté internationale et continuer à faire face aux problèmes du pays. Il faut régler les problèmes avec la communauté internationale. Et ces problèmes avec la communauté internationale est lié à la démocratie, est lié au retour à l'ordre constitutionnel, par un vote de confiance des populations vis-à-vis des dirigeants. Donc c'est ce qui nous permettra de revenir dans le concert des nations, bénéficier de toutes nos potentialités, éliminer ce problème pour pouvoir faire face effectivement aux problèmes à l'interne. Pour les femmes,
La dégradation de la situation sécuritaire et politique du pays depuis maintenant 1 an laisse à désirer et les conditions doivent être créées pour réunir les Maliens sans distinction. Nous, femmes du Mali, demandons un sursaut national pour sauver notre pays d'une impasse politico-sécuritaire sans précédent. Aussi, nous réitérons au gouvernement de la transition de créer les conditions optimales et inclusive afin de rassembler les Maliennes et Maliens autour de l'essentiel sans faire le distinguo entre le bon Malien et le mauvais Malien. Pourtant, ils ne sont pas totalement en désaccord avec les autorités de la transition. Oui, nous sommes d'accord, nous devons faire des réformes minimum aujourd'hui. Nous sommes tous conscients aujourd'hui, si on avait entamé vite, aller à la révision constitutionnelle, réviser également la loi électorale pour avoir une loi électorale consensuelle. Mais nous devons nous faire ensemble. On ne vient pas pour imposer. Notre volonté à tous, c'était d'avoir l'organe unique de gestion indépendant de gestion des élections. Mais lors de la première phase, avec le Premier ministre Mokhtar Ould, le gouvernement a estimé que le temps imparti ne nous permettait pas d'avoir un organe unique qui va nous permettre d'organiser des élections transparentes et crédibles. Le président du M5RFP, qui est aujourd'hui Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, en son temps, le 10 mai, à Koulouba, devant le président d'alors, M. Bando, avait également demandé que nous devons aller à des réformes essentielles et le reste des réformes, laisser ça à un pouvoir légitime qui sera issu des urnes. Nous sommes dans cette logique. Tout ce que nous demandons, c'est de respecter les engagements. Les membres du cadre d'échange menacent ainsi de retourner dans les rues si toutefois leur cri de cœur ne se fait pas entendre. Comme annoncé en début d'édition, les éléments de l'Office central des stupéfiants ont effectué une double saisie importante de drogue ce vendredi 5 novembre 2021. La première concerne la cocaïne et la seconde le cannabis. Plus de détails au micro de Moussa Tembini. Avec la collaboration de nos amis français et aussi des informations qui nous ont été données, on a pu vraiment interpeller un monsieur le vendredi soir, en partant vraiment de Paris. Lorsque l'élément s'apprêtait vraiment à prendre des vols, il a été interpellé par nos éléments et c'est ainsi que il avait deux mallettes et dans ces deux mallettes, il y avait des produits à l'intérieur. Ces produits vraiment ont été testés et on a vu que vraiment c'est de la cocaïne pure et dure qui pèse 33,92 kg d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Et maintenant, la seconde affaire, c'est au niveau de Irimadjo. Au niveau de Irimadjo aussi, on a eu des informations qu'il y a des éléments vraiment qui sont venus, là qui sont à Bamako ici. Donc, mes éléments ont été patients et aussi vraiment ont suivi vraiment les traces de ces individus. Maintenant, à partir des informations, puis on a pu interpeller trois personnes. Et ces 3 personnes vraiment ont été interpellées et on a saisi vraiment une quantité de 400 kg de résine de cannabis, qu'on appelle communément H6, d'une valeur de 160 millions. Donc vous voyez, quand les deux cumulés, donc ça fait d'aller 1 milliard et 160 000. Le lancement des activités de l'Association des veuves et orphelins pour le progrès social AVPS de Niamana à Tétébougou a eu lieu ce samedi 6 novembre 2021. Objectif, venir en aide aux veuves de la localité et environ ainsi qu'aux enfants orphelins. Le point avec Aminata Traoré et Moussa Tembini. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie des veuves et orphelins de Niamana à Tétébougou, ce week-end, une cérémonie de lancement des activités de la dite association a mobilisé beaucoup de monde. La présidente de l'association se prononce. Dès mon retour, j'ai regroupé plusieurs associations des veuves. J'invite toutes les veuves à nous rejoindre.
pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des dons qui nous permettront de nous épanouir. Madame Keïta Djeneba Keïta, présidente de la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, estime que l'initiative de Madame Diarra Kanteba Kanté est salutaire. Elle a formé 100 femmes en teinture, donc c'est un grand pas pour Tabakoro aussi, pour les femmes de Tabakoro, et surtout pour les veuves, et de quoi à survivre aussi. Déjà, ce qu'elle a fait au Mali, moi je suis fier de ça. Et regrouper beaucoup de femmes, ça n'est pas facile. Leur faire raisonner, ce n'est pas du tout facile. La présidente de l'association des veuves et orphelins de Niamana Atitebougou invite les autorités maliennes, les Maliens de la diaspora, ainsi que d'autres personnes de bonne volonté à venir en aide aux veuves et orphelins du Mali. À travers la sollicitation des humoristes, l'entreprise Mali Assistance Service a rénové 3 salles de classe au second cycle de Badengo. Cette rénovation est qualifiée par les bénéficiaires comme une épine sortie de leurs pieds. Aruna Celia Kone pour le reportage. Il y a juste quelques mois, ces 3 salles de classe étaient tombées dans un état de délabrement total. Une dégradation qui avait poussé l'académie à demander une démolition de ces bâtiments. Le DAE a passé ici, soit disant de démolir ces salles de classe. Alors que nous, Primo, c'est un souvenir pour la communauté qui a construit ces salles de classe. L'humoriste Dogono Fama, lors d'une prestation dans les villages, a fait le constat de la vétusté de ces classes. Il sollicite ainsi Sidi Faskoui, le directeur de l'entreprise Mali Assistance Service. Sans réfléchir à deux, Mali Assistance Service accepte de prendre en charge la rénovation des 3 salles de classe. S'il est vrai que les enfants sont l'avenir de ce pays, sans éducation, cet avenir est sérieusement compromis. Et sans infrastructure digne de ce nom, accueillir les apprenants, nous ne pouvons parler d'éducation. C'est pourquoi Mali Assistance Service, qui est une entreprise citoyenne, n'a pas hésité un instant quand elle a été sollicitée pour rénover ces 3 salles de classe, qui tombaient malheureusement en ruine et dont l'école, surtout les enfants, avaient grandement besoin. Mesdames et messieurs, dans nos actions quotidiennes, nous avons inscrit l'humain au centre de nos préoccupations. Cette rénovation est un véritable ouf de soulagement pour les habitants et les autorités scolaires de Badenko. Je suis très heureux et très content, comme je vous ai dit, au nom de toute la communauté de Badenko et au nom de tous les CSS de Badenko, principalement mon quartier, le quartier derrière les rails. Nous remercions un grand remerciement à ce service qui nous a en tout cas enlevé une grosse épine dans nos pieds. Une infrastructure d'accueil, surtout comme les salles de classe, nous en avons besoin, grandement besoin. Donc c'est une épine qu'on a enlevée des pieds des parents d'élèves, des CGS, des autorités scolaires. Une fois, merci de plus. MAS, merci. Par ailleurs, les autorités scolaires plaident auprès de cette entreprise citoyenne pour les soutenir dans la reconstruction d'autres établissements qui sont dans les mêmes conditions de délabrement. L'image du jour nous conduit à la découverte du canal de Midi. Le canal du Midi est un canal de navigation français qui relie Toulouse à la mer Méditerranée depuis le XVIIe siècle. D'abord nommé Canal Royal de Languedoc, les révolutionnaires le rebaptisent en 1789 Canal du Midi. À partir du XXIe siècle, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. L'ensemble des 2 canaux est dénommé Canal des 2 mers. Ouvrage d'art exceptionnel considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIe siècle, le canal du Midi révolutionne le transport fluvial et la circulation dans le Midi de la France de l'Ancien Régime. Le défi relevé par Pierre-Paul Riquet, son concepteur, est d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au seuil de Naurouz, le point le plus élevé du canal. Louis XIV autorise le début des travaux par un édit royal d'octobre 1666. Supervisé par Pierre-Paul Riquet, le chantier dure de 1666 à 1681 sous le contrôle de Jean-Baptiste Colbert. Le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux d'Europe, toujours en fonctionnement. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Après le massacre par des djihadistes présumés de 69 personnes dans la ville de Bani Bango, deuil et colère sont omniprésents dans cette commune de l'ouest du Niger. Le président nigérien a rendu visite aux habitants pour leur demander de compter sur l'armée du Niger, dont le travail est d'assurer leur sécurité. Tôt le mardi, nous avons fait une prière et avons pris le chemin d'Adabdab. Malheureusement, les bandits nous ont aperçus du haut d'une colline. Ils se sont précipités vers nous et ils ont ouvert le feu sur nous, tuant un bon nombre de nos hommes. Les bandits nous terrorisent trop. Nous ignorons les raisons pourquoi n'y a-t-il toujours pas la paix à Banyoul. On cherche vraiment à comprendre. On nous tue encore et encore. On nous braque, on nous vole. On nous torture et nous ne savons pour quelle raison. Le 2 novembre, 84 membres d'un comité de vigilance issus de plusieurs villages du territoire de la commune, avec le maire à la tête, sont attaqués près du village d'Adabdab à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bani Bango. Le comité avait décidé de traquer jusqu'à leur réparation d'Adabdab des hommes armés qui attaquent les villages et volent le bétail, ont confirmé à l'AFP des habitants. L'Afghanistan est confronté à ce que les Nations Unies appellent l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Le Programme alimentaire mondial distribue des secours vitaux à Kaboul. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien à manger pour le déjeuner ou le dîner. Ce sont mes enfants. Je n'ai pas de fils. Mon mari est handicapé et reste à la maison. Je suis pauvre et sans emploi. Nous, les pauvres, sommes venus ici. Nous n'avons rien pour chauffer les maisons en hiver, pas assez de nourriture ni d'eau. En Afghanistan, les gens vendent leurs enfants pour ne pas mourir de faim. La maison d'édition Figuira Édition a officiellement lancé ce samedi 6 novembre 2021 au mémorial Modibo Keïta le livre intitulé « Patiente zéro de la Covid-19 au Mali, enfer social et médiatique » d'Ina Maïga qui avait été accusée d'être la source de l'apparition de la maladie de coronavirus au Mali en mars 2020. Ce récit d'une centaine de pages revient sur l'enfer vécu par l'auteur et ses proches suite à cette affaire. Reportage Youssouf Kone, Moussa Tembine et Boureima Doubari. Fin mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 se propage dans le monde, la franco-malienne Ina Maïga arrive au Mali en provenance de France et a été dans la foulée testée positive au coronavirus avant d'être prise en charge par les services sanitaires. C'est le début de l'enfer pour la patiente dite zéro de la Covid-19 au Mali, qui est alors attaquée de toutes parts dans les médias et sur les réseaux sociaux, où certains l'accusent même d'apatride. Stigmatisée et traitée de tous les noms, elle décide de revenir sur cette période difficile de sa vie dans un livre intitulé « Patiente zéro de la Covid-19 au Mali, enfer social et médiatique ». Ça parle de mon calvaire que j'ai vécu en décidant de venir, comme l'a dit mon grand-père, comme à chaque fois, dans mon pays natal et ne sachant pas que j'étais malade du coronavirus. Il a été raconté plein de choses, plein d'allégations mensongères et infondées. On a raconté que j'ai pris mon vol en catimini et on a déclaré et on a avancé une date qui n'était même pas la date de mon arrivée réelle. C'est pour vous dire jusqu'à quel point une certaine presse dans la dérive peut être vicieuse. Ça me soulage parce que à travers le livre, le monde entier découvrira les dessous de cette affaire. La directrice de Figuira Édition, Fatoumata Keïta, salue le courage de l'auteur d'avoir raconté cette douloureuse expérience dans un livre. Nous disons être une société à tradition orale, mais cela doit muter parce que nous sommes en train d'aller vers l'écriture et nous sommes contents si les gens décident d'archiver l'expérience parce que ça peut servir. Voilà pourquoi nous avons bien voulu accompagner Ina pour cette aventure d'écriture de son expérience de patiente zéro de la Covid-19. Vous savez, quand on parle de maladie, on parle de beaucoup de gens, et parce que la maladie se fait dans un environnement d'abord familial, ensuite social. Et surtout la Covid-19,
Lorsque nous voyons comment est-ce qu'elle a fait son apparition au monde avec beaucoup de terreur, et on peut imaginer, même si on ne l'a pas vécu avec elle, la tragédie qui a accompagné cette expérience de Ina. Dans son ouvrage, l'auteur ne cache pas la responsabilité des médias dans cet enfer qu'elle a vécu. À cet effet, le président de la Maison de la Presse déplore la façon dont certains médias traitent l'information. Des médias ont été mis en cause dans une façon maladroite de porter l'information en ne procédant pas aux règles élémentaires des journalistes qui cherchent l'information en recoupant, en vérifiant avant de diffuser. Précisons que le livre est disponible en vente chez Fugira Éditions et dans des librairies à Bamako. Nous poursuivons cette édition en bref. La jeune écrivaine et éditrice malienne Aïcha Diarra a remporté ce dimanche à Dakar au Sénégal le prix David Diop. C'était dans le cadre de la 28e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain organisée par l'Association des écrivains du Sénégal. La Journée internationale de l'écrivain africain célèbre les écrivains du continent. À cette occasion, les meilleures œuvres littéraires sont récompensées. Pour cette édition, le prix de la catégorie poésie a été décerné à la Malienne Aïcha Diarra pour son recueil de poèmes intitulé « De la poésie à la prophétie » édité par la Sahélienne en 2016. Ce prix rend hommage au poète sénégalais David Diop, auteur de plusieurs ouvrages. Aïcha Diarra est la responsable de la médiathèque de l'Institut français, la fondatrice des éditions Gaffé et également la secrétaire générale du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. Les sélectionnaires des Aigles du Mali a levé le voile ce samedi sur la liste définitive des 26 joueurs convoqués en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le maître à jouer de la sélection, Yves Bissouma, manque toujours à l'appel. Amadou Tolo revient sur cette publication. Leader de leur groupe éliminatoire à la Coupe du Monde 2022, les Aigles du Mali croisent le fer avec le Rwanda et l'Ouganda les 11 et 14 novembre prochains en vue des 2 dernières journées des qualifications au Mondial 2022. Crucial pour la qualification au barrage. Le sélectionneur national Mohamed Magasuba devra composer sans le service du milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma, pourtant brillant cette saison en Première Ligue anglaise, mais qui n'a plus intégré le nid des Aigles depuis octobre 2018. L'ancien pensionnaire de l'Académie Jean-Marc Guillou serait toujours en délicatesse avec les dirigeants de la Fédération malienne de football FEMAFOOT. Pour le reste, et en dehors de l'absence surprise de l'attaquant d'Al Hilal FC, Moussa Marega, les têtes d'affiche telles que Adama Traoré, Amadou Aïdara, Amari Traoré, Djadje Samasekou ou encore Moussa Djenepo sont au rendez-vous. Il convient de noter également que le jeune latéral gauche Amadou Dante, 21 ans, qui dispute la Ligue des Champions avec Sturm Graz Autriche, fêtera sa première convocation en A après avoir remporté la CAN avec les U20 en 2019. Leader du groupe E avec 10 points, le Mali se déplacera au Rwanda le 11 novembre prochain avant de recevoir l'Ouganda le 14 sur terrain neutre. Le stade du 26 mars de Bamako reste suspendu. Pour l'instant, le Mali occupe la première place avec 10 points, suivi de l'Ouganda 8 points. Le Kenya vient en 3e position avec 2 unités et le Rwanda ferme la marche avec 1 point. Les Aigles du Mali sont dans une bonne dynamique, à eux d'achever le boulot. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News.